En 1912, Wilfried Voynich est un collectionneur qui se passionne pour les livres anciens. Il se rend dans la villa Mondragon qui se trouve à Monte Porzio Catone, à 20 km de Rome. Voynich a eu l'information que les jésuites qui possédaient un collège dans la villa voulaient vendre plusieurs items de leur collection. Voynich acheta plus de 30 ouvrages qui remontaient aussi loin que le Moyen Âge. Voynich est très heureux de sa récolte. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut mettre la main sur des livres aussi précieux et anciens. Mais jamais il ne se doutait au moment de l'achat qu'il avait mis la main sur un livre qui, à travers les décennies suivantes, allait passionner des générations de chercheurs et de cryptologues. En effet, à travers sa récolte, se trouve un livre de 234 pages. Le livre est sale, avec des rebords déchirés par endroits, mais le contenu va rapidement l'interpeller. L'ouvrage est écrit avec soin, avec beauté. Les textes sont accompagnés de belles illustrations de plantes, de potions ou d'images incompréhensibles. Mais la chose la plus étrange pour Voynich est que les textes sont étrangers. Il ne sait absolument pas en quelle langue ils sont écrits. S'agit-il d'une langue morte? Malgré ses propres connaissances, il n'en a aucune idée. L'ouvrage compte 234 pages, de 15 cm de large sur 23 cm de haut. Le manuscrit est en velin, qui a la peau de veau mort-né. Un examen minutieux amène à penser qu'il manque au moins 10 pages. La couverture est absente. Une plume d'oie a été utilisée pour l'écriture. Le seul indice pour Voynich est une lettre qui accompagnait le manuscrit. Une lettre du XVIIe siècle de Jan Marek Marci, un médecin tchèque qui affirme que l'empereur Rodolphe II avait acquis ce livre en 1589. L'esprit de Voynich est en ébullition. Il se rend compte qu'il a mis la main sur un ouvrage qui, à cette époque, avait plus de 500 ans. Il envoya des copies à des spécialistes pour tenter de comprendre le langage des feuillets. Wilfried Voynich était loin de se douter que c'était le début d'une histoire qui allait fasciner le monde entier. Qu'est-ce qui est écrit dans ce manuscrit qui finira par porter un jour son nom? Le manuscrit de Voynich. Depuis plus de 100 ans, les spécialistes en cryptographie se sont butés sur ce livre. La nature du document et son auteur sont inconnus. De quoi l'ouvrage traite-t-il? Il est impossible de le savoir. On en vient même à supposer que ce n'est qu'une supercherie. Aujourd'hui encore, on émet des hypothèses pour la langue écrite du manuscrit, mais nous ne sommes que dans les suppositions. On n'a jamais pu percer ce mystère. En quelle langue le manuscrit est-il écrit? Nul ne le sait. Depuis 1969, le précieux manuscrit de Voynich est conservé à la bibliothèque de l'université Yale aux États-Unis. Malgré les échecs successifs rencontrés pour le décodage de ce livre, certains tests ont quand même pu nous révéler des choses importantes. En 2011, la datation par le carbone 14 nous donne l'information non contestable
que les pâtes de Velin ont été fabriquées entre 1403 et 1438. Bien sûr, il n'est pas exclu que les pages aient pu être vierges pendant des années avant que l'ouvrage ne soit écrit. Mais il est raisonnable de penser que l'ouvrage a pu être rédigé dans la première moitié du 15e siècle. En ce qui concerne la langue, force est de reconnaître que les experts sont face au problème principal de l'histoire. Le texte semble se lire de gauche à droite. Les textes sont bien écrits et même très jolis. On s'aperçoit de la beauté du texte, ce qui élimine la supercherie, car il est permis de penser que la personne qui a écrit l'ouvrage était minutieux, sérieux et était dans de bonnes intentions. Dans les années 50, le cryptologue William Friedman se croit en mesure de déchiffrer le manuscrit. Friedman n'est pas le dernier venu, c'est lui qui est parvenu à percer le code secret des Japonais durant la guerre du Pacifique. Il a toutes les compétences pour s'attaquer aux manuscrits. Il affirme que le livre est chiffré. Une fois que la méthode sera trouvée, il pourra traduire le manuscrit. Mais voilà, malgré ses affirmations, Friedman va rencontrer un échec. Il ne fait pas mieux que ses prédécesseurs. Il en vient même à penser que le langage est inventé par l'auteur. Malgré de grandes attentes qu'engendrait l'arrivée de Friedman, l'ouvrage demeure toujours incompréhensible. Pour appuyer l'hypothèse de Friedman, un autre spécialiste, John Tilghman, avait exactement la même conclusion. L'auteur avait fabriqué un langage. Malgré tout, Tilghman n'eut pas plus de succès que son collègue. Le manuscrit de Voynich demeurait impénétrable. L'informatique devient un grand espoir pour résoudre le mystère du manuscrit. Dans les années 90, les experts se penchent sérieusement sur la question. On émet une nouvelle hypothèse. Le manuscrit de Voynich est écrit dans un langage réel, exotique, thaï, birmane, tibétain, transcrit dans un alphabet inventé. En 2013, avec les bonds de géants de l'informatique, des chercheurs de l'Institut de physique de São Carlos vont tester cette hypothèse. Les experts ne négligent rien. L'intégralité du livre est numérisée. Il amasse les données sur l'ampleur du lexique employé et surtout la récurrence des mots est prise en compte lorsqu'ils sont confrontés à d'autres. Les attentes sont élevées. On s'attend enfin à connaître les secrets du manuscrit. Mais encore une fois, on arrive dans un néant. Rien de cohérent n'est tiré de cette hypothèse. Le manuscrit de Voynich garde ses secrets pour lui. Si le langage est complètement inconnu jusqu'à aujourd'hui, les dessins par contre nous révèlent que le manuscrit est divisé en 6 sections. La première section comporte 112 pages sur l'étude des plantes. L'herbier présente 1 ou 2 plantes à chaque page. Par la suite, 34 pages et 26 dessins sur l'astronomie. La constellation du zodiaque y est représentée. On y retrouve 30 figures féminines nues, avec chacune une étoile. 19 pages et 28 dessins sont consacrés à la biologie. Les dessins représentent une nouvelle fois des femmes nues nageant dans des tubes, à souligner que les femmes portent des couronnes. Seulement 4 pages traitent de cosmologie.
On y retrouve parfois des dépliants, dont l'un qui représente 6 pages, avec des cartes représentant des châteaux et peut-être des volcans. 34 pages représentent la pharmacologie. Des dessins représentent des parties de végétaux. On émet l'hypothèse que ces pages sont peut-être destinées à un apothicaire. Les textes sont peu nombreux. Finalement, 23 pages avec des textes courts représentent des recettes. Avec tous les sujets qui sont traités, il faut écarter l'hypothèse que le manuscrit de Voynich soit une escroquerie pour tromper ceux qui vont tenter de le déchiffrer. De plus, le soin des dessins et une écriture fine et soignée suffisent à convaincre du sérieux du manuscrit. Stephen Bax est professeur de linguistique à Bedfordshire, en Angleterre. En 2014, il révèle qu'il est parvenu à déchiffrer certains passages du manuscrit. Il fait appel à la linguistique comparée de Champollion. Bax s'est penché tout particulièrement sur les dessins représentant des plantes. Il a recensé tous les noms de ces plantes dans tous les langages connus au Moyen Âge. Son travail semble avoir porté fruit. Il pense avoir trouvé des correspondances. Le mot « aurore » est dans le manuscrit. Il semble représenter un génévrier. En arabe et en hébreu, le mot génévrier se prononce « arar ». Bax affirme qu'il est parvenu à identifier une dizaine de mots. Bax a peut-être fait une percée. En supposant qu'il est sur la bonne voie, la traduction commencée va lui demander une somme de travail trop colossale pour qu'il puisse la mener à son terme. C'est ainsi qu'il avait souhaité à l'époque qu'un groupe de linguistes vienne l'aider pour déchiffrer le manuscrit. Malheureusement, Bax est décédé en 2017 et son travail demeure inachevé. Chose certaine, Bax confirme par ses travaux que le manuscrit de Voynich n'est pas un canular. En 2018, 2 informaticiens canadiens pensent avoir déchiffré le manuscrit à l'aide d'algorithmes et du service de traduction de Google. Greg Kondrak et Bradley Hour ont créé une série d'algorithmes qui les ont aidés pour l'analyse du livre. Les 2 informaticiens ont poussé l'expérience à son maximum. Ils se sont servis du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans 380 langues différentes. L'algorithme révèle selon eux que le manuscrit de Voynich a été rédigé en hébreu. Tout demeure quand même spéculatif. Ils ont continué par la suite l'expérience en estimant que les écritures reposaient sur des alphagrammes. Ensuite, un autre algorithme a été créé pour déchiffrer les mots. Ils prétendent que 80% des mots sont en hébreu. Un spécialiste en hébreu n'a trouvé aucun sens à tous ces mots. N'ayant rien à perdre, les 2 chercheurs ont tout simplement utilisé le service de traduction de Google et ils prétendent avoir eu un résultat. La première phrase serait « Elle a fait des recommandations aux prêtres, à l'homme de la maison, à moi et aux gens ». Ce qui ressemble à une phrase incompréhensible, il faut bien l'avouer. Les 2 informaticiens estiment que le manuscrit de Voynich serait un guide botanique. Aux dernières nouvelles, ils sont toujours dans les recherches. Malgré toute leur bonne volonté,
Force est de reconnaître que Kondrack et Hauer sont dans les spéculations. Ils en viennent à une conclusion avec des estimations qu'ils avaient faites auparavant. Peut-être sont-ils sur la bonne voie, peut-être pas. Une chose est certaine, ils n'ont toujours pas résolu le mystère du manuscrit. Toujours en 2018, un cryptographe français, Antoine Casanova, affirme qu'il a traduit une page du manuscrit. Selon lui, il s'agirait d'un appendice postérieur à l'écriture du codex, longtemps considéré comme la clé du code. Selon Antoine Casanova, le texte crypté serait du latin médiéval, utilisant des sigles. Encore une fois, le manuscrit garde ses secrets. On ne sait pas de façon certaine qui a écrit ce livre. Les candidats possibles sont Jacobus Signapius, un herboriste né en 1575 qui vivait à la cour de Rodolphe II. Antonio Avellino, architecte de Milan au XVe siècle, est aussi cité. Avellino était un spécialiste de la cryptographie et avait l'habitude d'illustrer ses travaux. Il faut citer aussi John Dee, qui était un mathématicien et un astrologue de la cour de la reine Élisabeth Ier. Edward Kelley, qui était un alchimiste qui côtoyait John Dee. Un candidat de choix était Raphaël Minishovsky, qui était passionné de cryptographie. On lui attribue une méthode de chiffrement inviolable. Avec ses connaissances, il avait la possibilité d'écrire ce manuscrit. Un fait qui est intriguant, c'est qu'il était un ami de Jan Marci, l'auteur de la lettre que Voynich a retrouvée à l'intérieur du manuscrit quand il en a fait l'acquisition. Il est important de préciser que Jan Marek Marci a lui aussi été suspecté d'être l'auteur du livre. D'autres personnes à travers 600 ans d'histoire ont été suspectées d'être les auteurs de l'ouvrage. Mais encore aujourd'hui, nous ne sommes que dans les soupçons. On attribue l'ouvrage à personne en particulier. Une autre hypothèse qu'il ne faudra jamais écarter est le canular. Même si l'ouvrage est soigné, bien écrit, avec de jolis dessins, peut-être a-t-il été patiemment écrit pour induire en erreur les personnes qui poseraient leur regard sur le livre. Sur ce point, John Dee et Edward Kelley sont les plus sérieux candidats pour une supercherie. Ils vivaient à l'époque de Rodolphe II et avaient inventé auparavant le langage des anges, appelé énochien. L'hypothèse serait qu'ils ont écrit vers 1580 ce manuscrit pour le vendre à fort prix par la suite. Mais encore là, nous ne sommes que dans les hypothèses. Les propriétaires du manuscrit ont été nombreux. L'empereur Rodolphe II, qui a vécu de 1552 à 1612, était passionné de sciences et d'alchimie. Il l'aurait acquis pour 600 ducats d'or, ce qui représentait une fortune à l'époque. Jean Marek Marci, qui vécut de 1595 à 1667. Il était recteur de l'université de Prague. Il en a hérité de son ami Georges Barèche, un alchimiste et collectionneur de livres.
Athanasius Kircher, qui vécut de 1602 à 1680. Il était un jésuite allemand et grand savant de son temps. Il l'a reçu de Marcy, qui espérait que ce polyglotte puisse le traduire. Le père Petrus Becik, qui a vécu de 1795 à 1887. Il était jésuite belge. Il avait son ex-libris dans le manuscrit. Sa collection de livres a été déménagée en 1866 à l'école des jésuites de la Villa Mondragon. Wilfried Voynich, qui a vécu de 1865 à 1930. Il en a fait l'acquisition en 1912 à partir de la Villa Mondragon des Jésuites. Finalement, Hans-Peter Krause, qui a vécu de 1907 à 1988. Il était libraire. Il a acheté le mystérieux livre à une amie de la veuve de Voynich en 1961. Il en a fait don à l'université Yale en 1969. Depuis près de 600 ans, le manuscrit de Voynich a passionné le monde entier. Des spécialistes en cryptologie se sont penchés sur le livre. Des chercheurs ou des informaticiens ont tenté par tous les moyens de comprendre le manuscrit. Beaucoup ont annoncé avoir résolu le langage, mais à chaque fois, ils n'ont pu vraiment prouver leur dire. La thèse qui revient le plus souvent est l'hébreu, mais tous les spécialistes qui ont regardé le résultat de ces recherches n'ont jamais confirmé de façon certaine que l'hébreu était la langue reliée au manuscrit. Véritable manuscrit ou supercherie, peu importe, ce livre est précieusement conservé à l'université Yale aux États-Unis. Le manuscrit de Voynich est le plus grand mystère de la cryptologie. Nul n'a pu le percer. Il continue d'intriguer les chercheurs du monde entier.